Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant, engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, le numérique est partout. Il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, selon The Shift Project. Et ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. Stocker des fichiers sur Internet, regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, acheter le dernier iPhone. Tous ces gestes ont un impact sur le réchauffement climatique. Pour réduire la pollution numérique et limiter le réchauffement climatique, nous devons tous, à notre niveau, adopter de bons gestes. Dans le secteur de la formation, proposer des formations digitales permet de réduire les coûts de déplacement et de former plus d'apprenants en simplifiant l'accès aux formations. Le numérique a de nombreux avantages, mais cela fait aussi exploser la consommation énergétique. En 2015, l'industrie du digital learning pesait 107 milliards de dollars. Les estimations prévoient que ce chiffre passera à 325 milliards de dollars en 2025. Autrement dit, une multiplication par 3 de l'activité en seulement 10 ans. Avec l'augmentation du digital learning, la pollution numérique va augmenter. Alors, comment faire pour adopter de bons gestes plus respectueux de l'environnement lors de la conception de modules en digital learning et ainsi limiter la pollution numérique ? Damien Legendre, designer et responsable du pôle UX de l'agence LunaWeb, nous propose quelques pistes et bonnes pratiques dans cet épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Damien et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, on va échanger autour de la sobriété numérique, de l'éco-conception et voir comment concevoir concrètement des interfaces numériques qui limitent l'impact environnemental. Exactement. Et donc, avant de commencer, comme d'habitude, avec mes invités, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais ? Ouais, je vais la faire courte. Donc, je suis actuellement designer UX et UI et je suis également responsable du pôle UX à l'agence LunaWeb. Je suis designer depuis 13 ans, donc je travaille en agence web comme je l'ai dit, mais j'ai aussi travaillé dans une agence qui fait de l'applicatif mobile et j'ai commencé chez un éditeur de produits web. Et côté formation, je sors d'une école en arts appliqués, en tout cas c'est le dernier diplôme que j'ai eu, un cursus qui est assez classique chez les designers. D'accord, c'était quelle école ? Alors il s'agit de la MJM Graphic Design, il y en a une à Rennes, mais il y en a plusieurs en France, dans pas mal de grandes villes. D'accord, ok. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre éco-conception et sobriété numérique ? Parce qu'on entend souvent ces deux termes. Je suis sûre que certaines personnes font l'amalgame. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence ? Alors oui, c'est tout à fait une bonne question. C'est la bonne question à se poser, en tout cas pour commencer. La démarche de sobriété numérique, pour faire simple, ça revient à viser la réduction de l'impact de l'humain sur le climat du côté du numérique très spécifiquement. Le numérique, d'ailleurs, il faut savoir que ça représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Alors ça semble un petit chiffre, pourtant 4% c'est plus important qu'on ne le croit. C'est par exemple davantage que les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile mondiale et ça représente en gros 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. Mais ce qui est vraiment inquiétant, on va dire, sur ces 4%, c'est qu'ils ne vont pas en rester là. C'est un chiffre qui augmente de façon exponentielle du fait de l'accroissement des services numériques, des appareils électroniques que l'on nous propose, de la hausse de population, etc. Et on peut dissocier 2 éléments principaux dans notre impact numérique. Alors il y a forcément notre consommation de services numériques, mais il y a aussi notre consommation d'appareils pour accéder à ces services, donc les téléphones, les smartwatches, les ordinateurs, etc. Donc les deux ont un fort impact, clairement, sur le climat, mais le plus conséquent, c'est celui qui est lié aux appareils qu'on utilise. Par exemple, j'ai vu plusieurs chiffres, mais celui-ci sort du GIEC, 86% de l'énergie qui est consommée dans le cycle de vie d'un smartphone, ça l'est au moment de sa conception. C'est-à-dire que toutes les fois où vous l'utilisez pour aller sur le net, où vous le rechargez, etc.,
toute sa vie en fait entre vos mains, ça ne représente que 10% de ce qu'il va avoir comme impact sur le climat. Enfin, en tout cas, de l'énergie qu'il va consommer. Et effectivement, l'énergie, on se doute bien que c'est à la fin des gaz à effet de serre. L'énergie, ça n'est pas, c'est pas parce qu'on voit pas de fumée qui sort de nos prises, etc., que finalement cette énergie n'émet pas de gaz à effet de serre. Là, par exemple, les grandes façons de concevoir de l'énergie aujourd'hui, il reste quand même les centrales à charbon, par exemple. Donc en fait, l'électricité, c'est très très loin d'être propre. Et d'ailleurs, si le sujet de l'énergie, je fais une petite parenthèse, vous intéresse, je vous conseille de lire la BD Un monde sans fin, coécrite par Jean-Marc Jancovici. C'est très éclairant sur la façon, sur notre rapport à l'énergie justement, et de se rendre compte à quel point c'est vrai, tout ce que l'on consomme, en numérique ou pas d'ailleurs, ça peut avoir un impact assez important sur le climat. Donc, je ferme cette parenthèse. Si je reviens sur le côté sobriété numérique, il y a 2 acteurs majeurs qui rentrent en jeu. Il y a d'une part les usagers, nous, on consomme des produits et services numériques, mais il y a aussi les concepteurs de produits et services numériques. Et forcément, si on veut être un petit peu plus sobre dans nos usages, ça veut dire que les consommateurs, ce serait bien qu'on réduise notre consommation, et les concepteurs, ce serait bien qu'ils fassent en sorte de diminuer l'impact de ce qu'ils réalisent. Donc moi, par exemple, je suis à la fois consommateur et concepteur. Donc c'est vrai pour les appareils, mais aussi pour les services web. Et donc, typiquement, l'éco-conception web, c'est une façon d'être plus sobre dans la conception de services numériques. Donc je réponds enfin à ta question. L'éco-conception web, c'est une composante de la démarche de la sobriété numérique qui vise à alléger l'impact environnemental des sites et des services web que les usagers vont avoir en main. Très bien, merci. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur les téléphones, que leur plus grosse pollution numérique, on va dire, est dans la phase de conception. Et donc, le réflexe à avoir quelque part, c'est de ne pas se précipiter, par exemple, sur le nouvel iPhone qui sort, quoi. Et d'essayer de garder son iPhone le plus longtemps possible. C'est tout à fait ça, finalement. En fait, la fabrication d'appareils électroniques, très nettement, a un impact sur le climat. La meilleure façon de pas impacter le climat, c'est peut-être de se dire, au lieu de... Alors, je crois que c'est la moyenne en France, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 23 mois, le temps où on garde un smartphone. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais bon, imaginons demain, on se dit, on arrive à garder notre smartphone 4 ou 5 ans, ce qui peut paraître inconcevable pour certaines personnes. Et ouais, là, clairement, on aurait un impact positif sur le climat. Mais en plus, on peut carrément élargir un petit peu le sujet, parce que quand on fabrique des smartphones, etc., on va provoquer des gaz à effet de serre, ça c'est clair, mais on va aussi contribuer à la raréfaction des métaux rares qui sont nécessaires pour leur fabrication. Il y a des dizaines de métaux qui sont utilisés dans les smartphones, par exemple, pour prendre cet exemple-là, puisque c'est ce que l'on change le plus souvent. Et en fait, du coup, on a des métaux où finalement on va se retrouver à ne plus en avoir d'ici quelques décennies, ou même un petit peu moins pour certains. Ça engage aussi un traitement des déchets qui est assez compliqué. En fait, les déchets, on sait pas bien les gérer. En fait, les déchets des appareils électroniques, souvent c'est envoyé dans des pays d'Afrique ou en Asie du Sud-Est, et il y a des personnes qui trient ces matériaux-là ont des problèmes sanitaires très importants. Donc très clairement, ça fait pas mal d'impact négatif. Mais on peut aussi aller voir côté usage des données, parce que là, on parle vraiment des matériaux, mais il ne faut pas se dire que la consommation des services numériques, elle est moins impactante que les matériaux, mais elle est quand même très impactante. Le plus grave, entre guillemets, ça reste notre consommation de la vidéo, qui est le principal média consommateur de ressources. Alors, on peut le deviner assez facilement, si on examine l'évolution de nos usages. On voit que le streaming occupe de plus en plus nos soirées. Moi, le premier, je pense qu'on est quand même beaucoup être concernés. Netflix, Disney+, Amazon Prime, on a tous 1 ou 2 abonnements, ou presque, de médias de streaming, et on en consomme beaucoup. On voit aussi que la consommation de vidéos YouTube pour certains profils utilisateurs, elle est vraiment conséquente. Ils peuvent y passer vraiment beaucoup de temps. Et je ne parle à peine des fils vidéo en autoplay, c'est-à-dire qu'ils se lancent automatiquement, de TikTok ou des Reels Instagram, ou même les fils Twitter. C'est-à-dire qu'on scrolle et en fait les vidéos se lancent toutes seules. Tout ça, c'est des données qui se lancent, et c'est énergivore, c'est énorme. D'accord, donc enfin, ce que tu nous dis là, c'est que la vidéo est l'une des principales sources de consommation énergétique dans le digital, c'est ça ? C'est la principale source. C'est la principale source, ouais. D'accord. Donc faisons attention déjà en priorité aux vidéos. On va le voir après, je pense. Environ 80% des données consommées, c'est de la vidéo. D'accord. Et donc, on va commencer par aborder la conception. Donc, cette étape-là est très importante. Donc, c'est celle de la réflexion sur le besoin. Donc, pourquoi est-ce que tu peux nous dire que c'est important et comment tu procèdes ? Alors, tu mets le doigt sur un point qui me semble clé en termes d'éco-conception web. La façon de créer des services plus sobres, la meilleure façon de créer des services plus sobres, c'est de réduire leur périmètre à l'essentiel. C'est-à-dire que
On pourra faire tous les efforts qu'on voudra côté performance web en faisant un bon code léger, etc. C'est bien de le faire, hein. Mais si on crée des services qui vont être mastodontes, là où le besoin utilisateur est simple, bah, on se plante complètement. Bon, il se trouve que du coup, bah, faire simple, c'est compliqué, ça on l'a déjà entendu, et que ça nécessite du travail. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait très bien comment évaluer les besoins réels des usagers pour leur proposer des interfaces qui vont être à la juste mesure. Ça s'appelle le design d'expérience utilisateur. Donc du coup, on va voir les gens et on essaye de comprendre ce dont ils ont besoin. Ça n'empêche pas que l'on en rajoute des tartines. Donc avec cette étude d'usage, on va pouvoir rencontrer les utilisateurs, comprendre leurs besoins, leurs attentes et transformer ça dans des interfaces qui vont leur rendre des vrais services qui vont être efficaces. Et donc si on va plus loin, on peut forcer le trait et éliminer complètement ce qui n'est peu ou pas essentiel pour eux, ce que l'on ne fait pas toujours malheureusement. Et pour cela, on va utiliser des méthodes de simplification pour arbitrer le périmètre à la lumière des besoins que l'on aura connus grâce à la recherche utilisateur. Nous, par exemple, à l'agence, pour en parler très rapidement, c'est pas pour faire la pub de l'agence, on a des psychologues, des UX researchers qui vont voir les utilisateurs et qui vont décortiquer quels sont leurs besoins réels grâce à des interviews, des tests utilisateurs, des choses comme ça. Et dans cette démarche de simplification, c'est pareil, il y a des méthodes qui peuvent être utilisées pour essayer de réduire le périmètre. Par exemple, nous en ce moment, on est en train d'en créer une de toute pièce pour confronter les idées d'une part des porteurs de projets qui vont porter un projet web et de les comparer aux besoins réels des utilisateurs. Et donc pour ces deux profils, on va les amener à hiérarchiser l'importance de leur usage. Par exemple, les utilisateurs, une fois qu'on aura listé toutes les fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour eux sur le service, on va leur demander à quel point cette fonctionnalité est importante pour eux et à quel point ils l'utilisent souvent ou pas souvent. Et on va confronter ça avec les objectifs des porteurs de projet et on arrive à dresser un périmètre. Et dans ces cas-là, on peut retirer un tiers jusqu'à la moitié même des fonctionnalités qui avaient été envisagées au départ parce qu'on va garder que ce qui est essentiel. Et en plus, l'avantage, c'est qu'à la fin, on fait un service qui a plus de sens, qui est plus simple. Ah Voilà. oui, quand même, un tiers à 50%, c'est énorme, quoi. Mm. Ça dépend des projets, ouais. Oui, ouais, d'accord. Et quelles sont les bonnes pratiques d'éco-conception que tu conseilles, toi? Eh bien, effectivement, il y en a plusieurs. Alors, celle dont on vient de parler en est complètement une, hein, la réduction du périmètre. Mais il y a encore d'autres choses, si on va plus loin. Le plus simple, quand on fait de la conception web, ça reste de se référer au référentiel officiel que l'on a apporté depuis 2021-2022, qui s'appelle le RGESN. C'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. C'est un référentiel qui regroupe des dizaines de règles pour bâtir un site web éco-conçu. Alors, il n'existe pas pour le moment de label prévu par le gouvernement pour, basé sur ce référentiel qui pourrait donner une note, par exemple, au site. Mais en tout cas, comme c'est le cas, par exemple, pour le RGWA, où on peut avoir des audits. Mais c'est quand même une très, très bonne base, une liste de plein d'informations. Parmi ces règles, donc, qui sont réparties dans 8 familles, on retrouve une famille qui est liée à l'UX et l'UI, donc l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Mais en réalité, en tant que designer, on peut aller piocher dans les 7 familles. Si je vous donne quelques exemples en vrac de bonnes pratiques qu'on peut trouver dans ce RGESN, ça nous renseigne par exemple sur l'usage des typographies système plutôt que des typographies qui vont être aller rechercher sur Google Font par exemple. En gros, si je la fais courte, on a des typographies qui sont nativement installées sur nos ordinateurs, que ce soit Mac, PC, etc. Et il y a une douzaine de typographies qui sont installées sur tous ces services-là. Donc forcément, si on appelle une typographie qui est sur l'ordinateur, ça va chercher moins de ressources que si on va chercher ça en ligne. Parce que par exemple, chercher une typographie en ligne, ça représente environ 6% du poids de la page. Donc c'est assez énorme juste pour un style de caractère. Dans les autres trucs que le RGESN nous propose, nous suggère, c'est d'éviter de mettre des vidéos en autoplay, j'en parlais tout à l'heure, donc en lecture automatique, de bien se pencher sur l'intérêt des médias vidéo, de les mettre uniquement si c'est nécessaire. Ça veut pas dire qu'ils sont interdits, la vidéo ça peut servir, par contre peut-être éviter d'en mettre des tartines et peut-être se limiter à une ou deux qui sont vraiment importantes. Ça renseigne aussi sur la stratégie de suppression des contenus obsolètes, de se dire d'une fois de temps en temps, tiens, je vais faire le ménage sur mon site, il y a des pages qui servent plus à rien, donc je les enlève, et peut-être un petit peu jouer le jeu du référencement, à moins jouer le jeu du référencement de certaines pages qui sont plus très intéressantes, mais qui par contre prennent de la place sur des serveurs. D'ailleurs, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers ce guide que tu cites, comme ça les auditeurs pourront aller voir. Et justement, donc en digital learning, on a beaucoup de visuels, on a aussi souvent des vidéos. Est-ce que tu peux nous indiquer des outils vraiment pratiques pour redimensionner ou compresser ces vidéos
pour qu'elle soit le plus petite possible en poids sur le module digital. Effectivement, dans le cas où on garde des vidéos ou des images, oui, c'est bien de les compresser. Pour le coup, moi, je suis pas vraiment de ce côté-là de la conception. C'est surtout les développeurs, en fait, qui vont s'attaquer à ça au moment de choisir les formats d'affichage. Sur Mac, je crois qu'ils utilisent, par exemple, ImageOptim. Mais bon, je vais pas trop m'éterniser dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la meilleure chose que l'on peut faire déjà, c'est si on a besoin de publier des images, par exemple des petites images d'avatar, ça, des photos de profil, etc., qui souvent vont s'afficher à 60, 120 pixels, peu importe. Et ben, on va éviter de mettre une photo en HD de 4000 pixels parce qu'en fait, elle va être affichée à 120 pixels, mais l'image, elle fait bien 4000 pixels. Je fais exprès le grand écart sur ces valeurs-là, mais en fait, clairement, ça arrive très très souvent. On utilise des photos qui sont beaucoup trop grosses pour ce qu'on a besoin d'en faire. Donc déjà, rien que ça, avant de faire des compressions avec des outils, c'est juste en fait du bon sens de bien choisir les formats d'image qu'on va utiliser. Oui, et puis pour les vidéos, pareil, de ne pas afficher des vidéos en HD alors qu'on la voit en petit sur l'écran, c'est ça? Alors c'est exactement pareil pour les vidéos, c'est ça, c'est de potentiellement les mettre un peu moins lourdes, peut-être un peu compresser le format, peut-être que des fois une photo en 320, enfin, une vidéo en 320p ça pourrait suffire, et surtout, en fait, on arrête de les mettre en autoplay sur les interfaces parce que c'est ça le pire en fait. Oui, que l'utilisateur lance la vidéo quand il est vraiment dessus et prêt à la regarder. Eh bien exactement. Voilà, ok. Donc merci pour ces bonnes pratiques et la typographie aussi. Je note celle de la typographie d'essayer d'utiliser des typographies natives plutôt que d'aller chercher des typographies qui sont peut-être plus jolies mais qui vont être plus gourmandes en énergie. Bah c'est ça. Alors après, on peut le mesurer parce que on imagine bien que si sur tous les sites du monde maintenant, il y a plus que 12 typos qui sont utilisés, ça va peut-être être un petit peu tristoun. En fait, on peut peut-être juste se poser la question de... Souvent, on a deux typos qui sont utilisés sur les sites. Alors, je grossis le trait parce que des fois, il y en a qui vont en mettre plus, etc. Mais souvent, il y en a deux. Il y en a une pour les titres et une pour les textes. Bah, peut-être qu'on peut se dire, bah tiens, pour les titres, je vais utiliser une typo un peu sympa que je vais trouver sur Fontshare ou sur Google Font. Par contre, pour les textes, peut-être qu'une Arial, ça peut suffire. Et à la limite, j'ai une de mes deux typos qui est très jolie, qui est très jolie, qui est stylisée, qui va permettre de me différencier des autres. Par contre, pour mes textes, peut-être qu'une Arial ou une Georgia, ça aurait fait l'affaire. Oui, c'est trouver le bon équilibre, en fin de compte. C'est ça. Voilà. Et maintenant, si on parle expérience utilisateur, donc celle-ci, elle est importante sur un site web, et l'expérience apprenant aussi, elle est importante sur un module digital. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser cette expérience pour qu'elle soit éco-responsable ? Ouais, du coup, là, on parle d'expérience, d'utilisateur. Donc, pour comprendre comment optimiser cette expérience, il faut comprendre comment fonctionnent les pensées et les motivations des utilisateurs. Donc, je vais faire un petit passage par la composition de notre cerveau. Dans notre cerveau, il y a une structure nerveuse qui s'appelle le striatum. Tous les mammifères en possèdent, a priori. Et cette structure, elle est impliquée notamment dans nos mouvements involontaires, des mouvements involontaires qui sont définis par 5 motivations. Par exemple, ça va être manger. On a toujours besoin de manger. On a toujours besoin de se reproduire. On a toujours besoin d'acquérir du pouvoir. On a toujours besoin de faire un minimum d'efforts. Et on a toujours besoin de glaner un maximum d'informations. Et en fait... Moi, je pense qu'il y a des humains qui nous écoutent, donc ça devrait leur parler déjà ce qu'on dit. Ce striatum, il libère de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, et lorsqu'on fait certaines actions, donc qui sont motivées par les 5 motivations que j'ai données précédemment, ça va nous guider, nous orienter, et en fait, ça va être des motivations profondes qui vont clairement définir notre façon d'utiliser les choses, dont le web. Et comme le dit Jean Covici, dont je parlais tout à l'heure, en fait, le problème de ce striatum, c'est qu'il a été construit sans pédale de frein. On connaît pas vraiment de limite, on a toujours envie d'en faire plus. En gros, si on devait définir le striatum, c'est ça. Striatum égale toujours plus. Et c'est ce qui a forcément permis à notre espèce de traverser les âges, parce qu'avec ces super motivations qui sont faites pour notre survie, on est arrivé jusque-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça nous porte préjudice à nous, ça porte préjudice aux vivants, ça porte préjudice à notre planète, et cette planète qui est la seule que nous ayons d'ailleurs. Alors, si vous avez suivi mon idée, la meilleure expérience éco-conçue, elle ne va pas favoriser de s'éterniser à explorer notre service en long, en large. Ça va supprimer les mécaniques addictives qu'on retrouve dans certains jeux, par exemple, mais aussi dans le web, en fait.
Par exemple les notifications LinkedIn ou des trucs comme ça. LinkedIn sont très très forts, parce qu'ils nous envoient des notifications qui sont finalement qui n'ont rien à voir avec nous. C'est juste ils nous suggèrent des trucs. Alors, et ça c'est de l'addiction, parce qu'on voit la petite pastille rouge sur son application, on ouvre. Et oui, on peut pas s'empêcher d'aller voir, voilà. Et en fin de compte, ça n'a rien à voir avec nous, comme tu le dis. C'est ça, c'est toujours plus, parce qu'en fait on a envie de voir s'il y a des gens qui nous aiment, qui ont mis des likes sur notre post ou des machins, etc. Et bah non, bah du coup c'est pas ça. Et à chaque fois qu'on lance l'application, bah on consomme des ressources, parce que on va lancer le fil LinkedIn. Alors je parle de LinkedIn, ça pourrait être autre chose, hein. Et bah il y a des vidéos, il y a des trucs, il y a des machins. Et en fait bah potentiellement je vais rester sur l'application, parce que finalement je vais avoir toujours plus de connaissances, et donc du coup je vais aller là-dessus, toujours plus de réseaux. Donc voilà, donc toutes ces mécaniques addictives. Donc rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, hein, les reels Instagram, les fils TikTok. Je regarde un peu autour de moi, je vois les façons dont on peut être consommé. Alors je suis pas trop dans ces trucs-là personnellement, mais je vois comment ça se passe, et qu'on en lance une, paf, il y en a une deuxième, troisième, etc. Et ça dure super longtemps. Et ça, c'est des fils de vidéos. Alors clairement, en termes de consommation, c'est énorme. Et donc bah, forcément, les concepteurs de ce genre d'application, ils s'appuient sur ces mécaniques qui nous dépassent celles de notre striatum, d'avoir envie de gagner un maximum d'informations, de voir que les gens nous aiment, etc. Donc nous, on a envie d'arrêter en tant que consommateur, mais notre envie de toujours plus bah, prend souvent le dessus. Alors, ce qui serait bien, c'est d'arrêter de jouer avec les striatomes des gens, et la surconsommation, elle devrait diminuer. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que les entreprises qui proposent ce genre de contenu, elles sont pilotées par des humains qui ont eux aussi un striatum qui leur suggère de faire toujours plus d'argent, plus de stats, plus de réussite. C'est un peu un cercle vicieux. Ouais, c'est un cercle vicieux, là, ce que tu nous dis, oui. Et donc, du coup, ouais, sur les sites, de façon très pratico-pratique, d'après ce que tu dis, c'est déjà peut-être de limiter le scroll, hein, quand on a des pages qui se rechargent tout le temps, indéfiniment. C'est peut-être aussi de limiter, comme tu disais, les notifications, peut-être aussi les petites pop-ins que l'on voit arriver quelquefois sur les écrans. C'est clairement ça. D'ailleurs, ça fait partie des préconisations du RGESN, ou aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais de préconisations qu'on peut trouver dans le guide d'éco-conception des designers éthiques. Et très clairement, tous ces trucs-là sont à enlever. Faut qu'on fasse le tri un petit peu sur nos façons d'utiliser le web, même au niveau professionnel, hein, d'éviter peut-être de faire des visios à tour de bras. Là, on pourrait juste passer un appel, ou patienter un tout petit peu pour avoir une information, de façon à pas consommer de la bande passante pour rien. Le problème, c'est que bah, on n'est pas toujours très conscient de nos usages. En fait, on se rend pas compte. La plupart des gens ont l'impression qu'une visio, c'est tellement simple de lancer une visio qu'on se rend pas compte à quel point bah, ça peut consommer de la donnée, par exemple. Nous-mêmes, là, tous les deux, en ce moment, en enregistrant, on est en visio. Bon, il se trouve que là, pour le coup, ça a vraiment du sens, qu'on était un peu embêté si on le faisait pas comme ça. Mais bon, par exemple, si c'est juste pour demander à faire une réunion qui était discutable, etc., bon, bah, on pourrait se poser la question de le faire ou pas. Mais surtout que voilà, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on se rend pas compte que quand on utilise le numérique, on utilise de l'électricité notamment, que cette électricité, on se rend pas compte, on a toujours l'impression que c'est propre, l'électricité, surtout nous en France, parce que on a un peu l'impression que notre électricité vient du nucléaire, qui effectivement, du nucléaire est assez propre pour le coup. Enfin, c'est discutable, mais en tout cas, c'est plus propre que des centrales à charbon. Et donc, on a l'impression que c'est comme ça partout, sauf que bah en fait, quand on consomme des services numériques, bah, on va en consommer qui vont être par exemple en Allemagne, on entend pas mal parler en ce moment. Eux, ils sont quasiment que à la centrale à charbon, parce qu'ils sont anti-nucléaires. Et donc, du coup, ça émet plein de gaz à effet de serre. Donc, en fait, on se rend. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'on se rend pas compte de ce que l'on consomme quand on utilise le numérique. Oui, et je rebondis sur les visios. Je pense que le fait de recourir aussi aux visios, c'est amplifié avec le Covid, parce qu'avant le Covid, les réunions étaient encore beaucoup par téléphone. Hein, on communiquait beaucoup via ce canal-là. Et le Covid a fait découvrir quelque part aussi, je pense, les visios. Et maintenant, quand on veut échanger avec quelqu'un, bah, le réflexe, c'est plus le téléphone, mais c'est la visio. Parce que comme tu le dis, c'est tellement simple, et du coup, on se voit, donc c'est facile. Oui, c'est complètement ça, hein. Clairement, la visio a explosé avec le Covid. Je vois bien la différence. Alors, c'est surtout à titre professionnel que je vois la différence, parce que les visios entre amis, je pense notamment aux apéros visio, ça a vite gonflé les gens. Mais au niveau du boulot, par exemple, les déplacements professionnels que l'on pouvait faire, par exemple, pour aller voir des clients, pour présenter les maquettes, etc., que l'on fait, mais ça a été, je saurais pas donner de chiffres, mais je pense que ça a été vraiment divisé par 5, 6, on va plus beaucoup après chez les clients. Alors maintenant, voilà, c'est ok, c'est des rendez-vous, potentiellement on pouvait prendre la voiture. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on prenait beaucoup le train. Mais du coup, qu'est-ce qui consomme le plus? C'est de faire des visios, c'est d'aller en train, etc. Franchement, là, j'ai pas de notion de valeur. Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, c'est des pratiques qui ont changé. Et dans un projet digital, hein, donc il y a aussi tout l'à côté, puisque là on a parlé surtout conception.
Mais il y a aussi les échanges de mails avec les clients, les documents que l'on va stocker, les visios, on vient d'en parler. Donc tout ça, c'est aussi très très gourmand en ressources. Donc est-ce que tu as des bonnes pratiques pour en limiter l'impact ? Au niveau professionnel, je pense qu'il y a un truc où on peut vraiment faire des gros progrès, c'est l'archivage. C'est tout ce qu'on peut avoir comme historique de projet. Et je pense que des fois, il faut savoir jeter, quitte à se dire, bon, peut-être qu'un jour, ça me manquera ce truc-là, mais c'est vrai qu'on a des archives de projets qui sont super vieilles. La gestion des mails, c'est juste une horreur. Combien de personnes je vois qui ont genre plus de 1000 mails non lus parce qu'ils sont abonnés à 10 000 newsletters. Donc, d'une fois de temps, c'est pas mal de se désabonner de ces newsletters. C'est bien aussi de supprimer ces mails. Ça prend moins de place. Et puis surtout, ça va consommer moins de ressources, forcément, parce qu'il y a les serveurs qu'on va soulager. Donc c'est peut-être juste de faire du tri, tout ce qu'on va conserver en fichiers vidéo, machin. Enfin, moi je vois bien tous les projets que l'on a. À un moment donné, il faut qu'on en archive certains, parce que il y a une quantité de ressources incroyable par projet, et des projets on en fait des dizaines à l'année. Donc. Oui. Et puis peut-être que lorsqu'on envoie des documents, des PDF ou autres, peut-être les mettre à disposition sur un espace collaboratif et ne pas les mettre en pièces jointes dans le mail aussi. Ouais, complètement. Et puis même des fois, c'est se poser la question de est-ce que j'ai besoin. En plus, ça ne pose pas qu'une question écologique, c'est juste du bon sens. Est-ce que j'ai besoin d'assommer les gens avec tous ces documents, ou peut-être que je pourrais pas leur faire juste un document de synthèse ou leur en donner. Il n'y en a qu'un seul qui les intéresse. Tout est tellement simple. C'est tellement simple d'envoyer un mail avec 10 000 pièces jointes ou de faire un WeTransfer avec plein de trucs qu'en fait, on se pose plus la question, on envoie tout. Mais en plus, alors déjà, ça fait une charge cognitive parce qu'on se retrouve avec 10 000 trucs à traiter alors que peut-être qu'un seul aurait suffi. Et en plus, ça pèse lourd. Oui, et je veux revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la suppression des pages qui sont obsolètes. Là, pareil, en digital learning, on a des modules qui après sont obsolètes et il faut absolument faire le ménage sur les plateformes LMS pour ne pas qu'ils encombrent ensuite les serveurs lorsque ces modules ne sont plus d'actualité. Tout comme les sites web, lorsqu'ils ne sont plus d'actualité, les supprimer carrément des serveurs. Complètement. Là, c'est pareil, tout ce qui est obsolète, faut les retirer. Si on fait un petit point sur le digital learning, moi, ça me fait penser forcément aux MOOC. J'en ai fait quelques-uns dernièrement. Dans les MOOC, on peut voir qu'il y a beaucoup de formats vidéo. Alors, ça peut être intéressant, notamment pour introduire, faire une petite vidéo, etc., avec la personne qui a initié le MOOC. Par contre, après, il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent se passer avec des textes ou des petits questionnaires, des choses comme ça. Et la vidéo est pas forcément toujours le meilleur ami pour apprendre. Oui, pertinente. Et on va arriver à la fin de l'épisode. Donc, si on parle label maintenant, donc il y a des labels qui montrent la volonté de réduire l'impact environnemental, donc des référentiels, donc tu en as cité. Et est-ce que tu peux nous dire rapidement quelques mots sur ces labels ? Des labels, par exemple, liés au RGESN, il n'y en a pas pour l'instant. Sur le site du RGESN, d'ailleurs, il est précisé qu'il n'est pas prévu d'en avoir tout de suite. Alors après, peut-être que ça viendra. Il n'y a pas vraiment de gros labels, en fait, aujourd'hui qui existent sur l'éco-conception numérique. On peut trouver des choses qui vont plutôt avoir trait à la sobriété, voire la sobriété numérique si on va voir du côté de la RSE. Mais c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose, non. D'accord, ça viendra peut-être. Ouais, clairement. Eh bien, merci Damien. Donc, pour conclure, je vais avoir une dernière question. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut rester créatif tout en adoptant une démarche d'éco-conception ? Alors, évidemment et heureusement. Moi, ma vision du design, c'est que avant tout, ça se nourrit de la contrainte. C'est-à-dire que quand je fais un design, c'est avec un certain nombre de contraintes qui vont être liées aux clients, qui vont être liées, par exemple, à des notions d'accessibilité web. Le web en soi est déjà contraignant. En fait, on peut pas faire tout ce qu'on veut sur le web. Et donc, l'éco-conception, ça apporte un cadre contraignant par nature, un cadre supplémentaire. Mais la contrainte, c'est pas le mal. C'est vraiment, donc, comme je disais, l'ADN du web. Et c'est ce qui le rend, pour moi, chouette. Les bonnes pratiques pour faire des sites web, on les retrouve en partie dans l'éco-conception, dans le RGWA pour l'accessibilité. Donc du coup, c'est juste l'occasion de se réinventer et surtout c'est l'occasion de faire un peu plus de sobriété. Donc je pense que c'est ok, quoi. On peut faire quelque chose. Je vois des super sites qui sont éco-conçus, qui sont vraiment. On se dit ah ouais, on peut faire ça. Enfin, c'est juste savoir jouer avec les contraintes, tout simplement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Damien pour cet échange qui était vraiment très intéressant. Donc, dans les notes de l'épisode, je mettrai ton contact LinkedIn. Je mettrai également le site de LunaWeb qui est dédié à l'éco-conception. J'indiquerai également, j'avais trouvé très intéressant le mini audit qui est proposé donc pour évaluer l'impact environnemental de son site web en 5 minutes. Donc ça permet déjà d'avoir une première approche et d'avoir une idée de quelques bonnes pratiques. Le référentiel que tu as cité et le guide d'éco-conception. Et également, on n'en a pas parlé au début quand tu t'es présenté, mais l'agence a également un podcast.
Oui, on a exactement un podcast qui s'appelle Salut les designers, sur lequel on traite parfois d'éco-conception d'ailleurs. Voilà, donc si les auditeurs souhaitent aller le découvrir, j'indiquerai également le lien. Okay. Eh bien, merci beaucoup Damien. Merci à toi Anne-Marie, bonne journée. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.